Nous allons maintenant commencer la séance relative à France, terre d'innovation en chirurgie orthopédique, et à tous seigneurs, tout honneur. Nous allons commencer par la famille Judet. Je remercie Henri de nous conter la saga des frères Judet et de la prothèse de hanche. Bien, mais Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, Monsieur le Modérateur, mes chers confrères, je remercie, permettez-moi d'abord de remercier Jacques Caton et l'Académie de m'avoir permis d'exposer ce sujet qui m'est génétiquement cher. C'est une occasion pour moi de rendre hommage à mon père Jean Judet et à mon oncle Robert Judet. C'est en septembre 1946 qu'est posée la première prothèse tête fémorale acrylique. Le premier malade est un marchand de vin qui a une coxarthrose et on lui pose cette prothèse. 8 jours après, il marche sans douleur. Il fait très largement avec l'utilisation de ces produits ce succès. Ensuite, mon père et mon oncle, la technique c'est brut, et mon père et mon oncle sont appelés par un confrère qui a un service dans lequel se trouve une dame âgée avec une fracture du col du fémur. Ils vont voir cette dame et décident de lui poser la prothèse. C'est le deuxième cas, 5 jours après, elle est debout, elle marche. À une époque où on traitait encore les arthroses de hanche et coxarthrose par arthrodèse, c'est-à-dire qu'on substituait une infirmité à une autre, à une époque où les personnes victimes de fractures du col du fémur restaient alitées des semaines avec tous les accidents de décubitus qui pouvaient même parfois leur être fatals, ce fut une véritable révolution. Comme m'a dit mon père dans ses mémoires, cela fit un bruit terrible. Alors, les publications ont immédiatement suivi, d'abord en France, dès 1947, ensuite dans la littérature anglo-saxonne, où elle fut appelée la Judet prosthesis. Alors, comment en est-on arrivé là? En fait, mon père et mon oncle avaient depuis longtemps cette idée d'une tête fémorale, mais ils n'avaient pas le matériau pour la réaliser. Ils avaient un ami, Ottorino, qui utilisait le métacrylate de méthyle pour refaire les cloisons nasales et les orbites. Et ce matériau, après avoir été testé et s'être prouvé parfaitement toléré par les tissus humains, ils décidèrent de l'utiliser pour faire une tête fémorale. Il s'agissait de blocs de métacrylate de méthyle utilisés à forte chaleur, moulés et ensuite polis. Et il est assez amusant de voir comment ils étaient polis. Ils étaient polis par un tourneur sur métaux, dans un hangar où se trouvait une cour que mon père disait extrêmement sale, et à Belleville. Et mon père et mon oncle, comme c'était après la guerre, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas d'essence, ils allaient en vélo vérifier le travail de ce tourneur qui était extrêmement habile. C'est dire que quand on veut être innovant, il faut avoir peur de rien. Alors, immédiatement, bien sûr, les principes de stabilité sont apparus, car c'était bien de poser un implant, mais encore fallait-il qu'il tienne. Alors, les frères Judet ont dessiné une sphère qui avait comme particularité d'engainer par une collerette le col du fémur qu'ils gardaient le plus long possible, un long pivot qui allait jusque dans la corticale sous-trochantérienne et qui fut rapidement renforcé par une armature métallique car l'acrylique était fragile et cassé, et l'appui se reportait, comme vous le voyez ici, sur cet épaississement de l'éperon de Merkel, sur l'éperon de Merkel. Alors la voie d'abord, il est intéressant de s'y arrêter parce qu'ils avaient utilisé d'emblée comme voie d'abord la voie de Hutter, qui était un auteur allemand, et qui utilisait cette voie d'abord pour différentes approches de la hanche, mais bien sûr pas pour les prothèses. Et cette voie avait l'avantage d'être tout à fait atraumatique, passant entre les muscles, évitant les tendons. Il faisait un sacrifice osseux minimal et il était très important de bien orienter la tête. Alors je peux m'arrêter un instant sur cette voie d'abord parce que cette voie d'abord a été utilisée pour la prothèse acrylique, mais a été utilisée par les frères Judet et leur équipe pour toutes
les prothèses, y compris les prothèses totales. Et elle est restée ignorée de la plupart des équipes pendant de très longues années qui utilisaient des voies latérales ou postéro-latérales. Et puis tout d'un coup, nous avons été surpris de voir une explosion de l'intérêt qui se portait sur cette voie antérieure. Il n'y a pas de congrès, on ne présente pas des communications, on ne discute pas les pour et les contre. Les formations se font dans tous les pays du monde. J'ai moi-même formé des Américains, des Japonais. Et c'est maintenant considéré comme la voie d'abord innovante, la voie d'abord moderne. Ça nous a surpris parce que c'était notre voie d'abord quotidienne depuis des années. Donc là encore, les frères Judet, sans le savoir et sans le vouloir probablement, étaient innovants en ce qui concerne l'abord de ces prothèses. Alors, ce qui est intéressant dans cette innovation, c'est que d'emblée, les frères Judet, en mettant cette prothèse, ont posé tous les problèmes qui vont conditionner tous les développements futurs. Il y avait d'abord la tolérance à long terme du matériau étranger. Il y avait la tenue de l'ancrage osseux, qui est évidemment un problème fondamental, avec la répartition des contraintes. Vous voyez ici, par exemple, les contraintes se répartissant sur l'éperon de Merkel, l'épaississement sur la corticale externe. Ces modifications de contraintes, on les appellera plus tard le stretch shielding. Et puis, bien sûr, un problème fondamental, l'usure du matériau. L'acrylique n'était pas solide, il s'usait. Vous voyez les méplats sur ces têtes acryliques explantées. Et puis, ce qui les tracassait aussi beaucoup, c'était le devenir du cotyle, parce que, comme vous le voyez sur cette radio, ces têtes, le cartilage cotyloïdien ne résistait pas à ces têtes et s'usait, et la prothèse, de ce fait, devenait douloureuse. Donc, tous les problèmes qui allaient émailler l'histoire des prothèses de hanche étaient là. La tolérance à long terme, la tenue de l'ancrage osseux, l'usure du matériau et le devenir du cotyle. Si bien que lors d'une revue des 400 premiers cas, en 1952, dans l'expansion scientifique française, il disait il n'y a pas de problème technique. Jamais l'importance des lésions anatomiques n'a constitué pour nous une contre-indication opératoire. Et vous voyez un exemple qui à l'époque était très audacieux, d'abaissement d'une luxation haute dans un néocotyle avec mise en place d'une tête acrylique. C'était quelque chose qui, en 1952, ne se faisait pas encore beaucoup. Donc pour eux, le problème n'était pas technique. Par contre, leur conclusion était prudente. Si aucun fait ne peut s'inscrire actuellement contre la fixité durable de la tête acrylique, un recul plus grand est nécessaire pour conclure définitivement sur ce point, et les problèmes mécaniques et biologiques qu'ils avaient bien subodorer en suspens doivent inciter à n'opérer que sur indication impérieuse et de préférence des sujets âgés. Et on peut dire que cette prothèse acrylique a bien été une innovation fondamentale en ce sens qu'elle a lancé la grande aventure des prothèses de hanche. Alors, cette grande aventure, comment a-t-elle évolué? Bien sûr, on a utilisé un matériel plus solide, ce fut le métal, le vitalium notamment, et l'ancrage, qui au lieu d'être un ancrage simplement dans le col fémoral, est devenu un ancrage centromédulaire dans le fémur. C'était la fameuse prothèse de Moore, qui a été la prothèse de référence pendant de très nombreuses années. Et puis est arrivée l'idée géniale de John Charnley d'utiliser le métacrylate de méthyle, non pas pour faire une tête fémorale, mais pour faire un ciment qui permettait de fixer non seulement la prothèse dans le fémur, mais ce qui était très important, de pouvoir fixer une cupule cotyloïdienne en polyéthylène scellée, et ça résolvait ce problème du cotyle dont les frères Judet avaient bien senti l'importance, mais qu'ils n'avaient pas trouvé le moyen de résoudre. Seulement, le ciment semblait résoudre tous les problèmes, mais en réalité, à la longue, très rapidement, sont aperçus qu'il y avait un certain nombre de difficultés. Le ciment se décellait, comme on disait, c'est-à-dire qu'il se décollait de l'os, il se fracturait, il se fragmentait. Les prothèses devaient être extraites. Vous voyez ici la prothèse extraite avec son ciment resté contre le métal. Et ces décellements étaient fâcheux parce que quand on enlevait ces prothèses et quand on enlevait ce ciment, l'os était considérablement fragilisé, les reprises étaient difficiles. Et Robert Judet eut cette phrase: utiliser un métal qui accueillerait l'os
au lieu d'un ciment qui viole l'os. Ça a été la phrase de base qui l'a orienté vers la prothèse sans ciment. Et il a décidé de faire une prothèse sans ciment, dont le principe était une prothèse totale à fixation biologique par réhabitation osseuse d'une surface métallique porteuse d'irrégularités. Donc pour lui, il était possible que l'os biologiquement réhabite ce métal. Alors il a utilisé pour ce faire un alliage de chrome, cobalt, molybdène. La pièce était coulée dans des moules à cire perdue. Les porosités étaient de 200 microns à 2 mm et le cotil posait un problème particulier puisque c'était un cotil en polyéthylène. Il l'a serti dans un cylindre de porométal et c'était la première fois que l'on utilisait un metalbac. Et vous savez que le metalbac a fait débat dans les milieux orthopédiques pendant de très nombreuses années. Et puis, cette prothèse, Robert Judet était partisan d'avoir une tête rétentive. Et par conséquent, comme son polyéthylène était serti dans cet anneau de métal, la rétention était difficile parce que réduire cette tête dans ce polyéthylène était quasiment impossible. Donc il a inclus la tête dans le polyéthylène et c'est le col, la réduction de la prothèse se faisait en enfonçant le col fémoral dans la tête. Et c'était bien sûr le cône Morse, le premier essai de cône Morse qui deviendra incontournable dans les prothèses modernes. À gauche, vous avez la prothèse monobloc type Charnley qui existait auparavant, et à droite, vous avez ces prothèses actuelles avec ce cône Morse qui permet de mettre des longueurs de col différents, de mettre des matériaux différents, de mettre des têtes de diamètre différents, indépendamment de la base fémorale. C'était donc une découverte qui, là encore, a joué un rôle très important dans le développement des arthroplasties. Alors la première pause, elle date de novembre 1971, les publications sont venues assez rapidement, aux journées de Garches en 1975, et puis dans la littérature anglo-saxonne en 1978. Et alors Robert Judet définissait un impératif nouveau qui est celui qui est toujours valable dans les prothèses sans ciment. Si l'on voulait qu'il y ait une réhabilitation biologique, il fallait deux choses. La première, qu'il n'y ait pas de micro-mouvement entre la prothèse et l'os, car à ce moment-là, il n'y a pas réhabilitation biologique, mais il y avait tissu fibreux. Et il fallait que le métal soit proche de l'os, le plus proche possible, car s'il y avait un espace entre le métal et l'os, cet espace ne se comblait pas biologiquement. Donc, il a été obligé de définir des tailles de prothèses adaptées à chaque morphologie de fémur et une instrumentation ancillaire adaptée. Et ça, bien sûr, cette stabilité mécanique initiale parfaite pour permettre la réhabilitation biologique de l'implant, c'est le principe que l'on entend toujours répéter dans les prothèses sans ciment actuelles, ainsi que l'ancillaire adapté. Donc l'impaction se faisait en force, c'est ce qu'on appelle le press fit. On donne toujours des noms américains, vous voyez, metalbac, trace shielding, press fit, à tout ça, mais en fait, c'est des conceptions qui étaient françaises. Ça fait bien de mettre des titres américains. Il a en plus montré que la fixation biologique n'était pas une vue de l'esprit, puisque vous voyez sur ces explants que cette fixation biologique secondaire est bien réelle sur des explants de base fémorale, des explants de cotyle, à tel point même que quand il fallait enlever ces prothèses pour des raisons diverses et variées, c'était extrêmement difficile, et il y a certainement certains collègues ici qui ont peiné pour remplacer les prothèses sans ciment de Robert Judet et pour les extraire. Alors, ses élèves et ses héritiers, Gérard Delordre et Raymond Camille, ont un petit peu modifié tout ça pour essayer de l'améliorer, mais tout en gardant le même principe. Et puis, cette prothèse a vécu de 1973 à 1985,
Et pourquoi a-t-elle été arrêtée? De très nombreux exemplaires ont été posés en France, à l'étranger, notamment en Allemagne. Les Allemands étaient très friands de cette prothèse. Également au Japon, il y avait un élève de Robert Judet qui en a posé beaucoup. Seulement, elle avait quand même pas mal d'inconvénients. D'abord, ce cotyle cylindrique mangeait beaucoup d'os et puis il n'était pas très stable. Il avait souvent une fixation purement fibreuse et non osseuse. La prothèse était coulée et non forgée, donc elle se fracturait de temps en temps. Et lorsqu'on avait une extrémité de prothèse fracturée à extraire pour remplacer par une autre prothèse, c'était extrêmement complexe. Et puis surtout, sont apparus des revêtements ostéo-inducteurs projetés sur le métal, qui était alors du titane, par une torche à plasma qui était beaucoup plus efficace pour ce qui était de la réhabilitation osseuse. Donc ces prothèses se sont arrêtées là, mais le concept de prothèse sans ciment était lancé. Le principe d'une fixation stable au départ pour permettre la réhabilitation osseuse était lancé. Le code Morse était lancé. Et maintenant, les prothèses sans ciment, dans la pratique de beaucoup de nos collègues orthopédistes, supplantent les prothèses cimentées. Voilà, je vous remercie. J'ai essayé de faire un panorama le plus bref possible de ce que les Judées ont apporté à le développement de l'arthroplastie de hanche. Henri.